ouest de l'océan Indien. Je suis à la tête du bureau d'études Biorécif. Et là, aujourd'hui, je vais vous parler plus particulièrement du programme Mesorun qui a été mis en place à La Réunion. Donc, je vais couper la caméra. Hop, voilà. Donc, le programme Mesorun, c'est un programme sur le milieu mésophotique. Je vous expliquerai ce que c'est un petit peu plus loin. Donc, je vais d'abord parler des partenaires. C'est un programme qui a été mis en place grâce à l'association Biocéane. Et donc, c'est une association qui existe depuis de très nombreuses années à La Réunion. Il y a d'autres partenaires. Il y a l'association Poisson-Lune qui est associée au programme, qui représente la partie plongée. Il y a aussi l'Agence de recherche pour la biodiversité à La Réunion, Arbre. Et il y a également le Centre technique de recherche et de valorisation des milieux aquatiques, le CITEP. Et tout ce programme, tous ces partenaires a pu être réalisé grâce à un financement du Life for Best, de l'OFB et de l'AFD. C'est un petit peu ce que j'explique rapidement. Alors, hop, voilà. Ce que j'explique dans la seconde diapo. Donc, vous avez le financement qui est à destination des associations pour 50 000 €. Et puis après, la direction du programme, donc Biorécif et Biocéane, les plongées textes, l'association Poisson-Lune. Et donc, comme c'est un programme sur la zone mésophotique et les inventaires faunistiques en zone mésophotique, il y a de nombreux experts qui sont associés à la détermination des organismes, notamment des experts travaillant dans des établissements publics, mais également pour certains dans des établissements privés. Et donc, il y a au moins une trentaine d'experts qui interviennent pour déterminer les différents phylums qui sont inventoriés lors de Mesorun. Voilà, j'ai mis un peu les logos de toutes les universités partenaires qui travaillent sur ce programme, sur un phylum ou plus pour certains. Alors, l'objectif du programme Mesorun, donc, c'est de faire un inventaire faunistique et floristique de certains sites situés en zone mésophotique à La Réunion. La zone mésophotique, donc, s'étend en gros de 30 mètres de profondeur jusqu'à 150 mètres de fond et comprend 3 sous-zones. Une zone qui correspond à la zone mésophotique haute, entre 30 ici et 60 mètres. Une autre plutôt située au milieu, 60-90 mètres, et une zone mésophotique profonde, basse, entre 90 et 150 mètres. Pour Mesorun, on a surtout travaillé entre 70 et 110 mètres de fond. Donc, plutôt dans la partie soit intermédiaire, soit basse de la zone mésophotique. Et la zone mésophotique, pour la définir, elle se caractérise principalement par une baisse de la luminosité. Donc, je vous ai mis un petit diagramme à côté pour vous montrer en fait que la quantité de lumière, au fur et à mesure qu'on s'enfonce là au-delà de 100 mètres, il ne reste plus beaucoup de lumière. Il reste encore de la lumière, mais très peu. Voilà. Donc, il y a une autre caractéristique qui est moins évidente, c'est aussi également une baisse de la température de quelques degrés sur certaines zones qui, au fur et à mesure qu'on s'enfonce, en fait, la température baisse. Voilà, donc le but, c'était de faire un inventaire en zone mésophotique. Alors, pour ça, on a échantillonné des sites que je vous présenterai un petit peu plus loin, d'août 2020 à février 2021. Donc là, en fait, je vous présente le programme là où on en est aujourd'hui, puisque pour l'instant, c'est en cours et ça sera complètement finalisé que fin août 2021. On a fini la partie terrain, donc qui s'est déroulée sur environ 6 mois. Pendant ces 6 mois, il y a eu 36 plongées qui ont été réalisées entre 65 et 110 mètres de profondeur et il y a eu 53 immersions de caméras depuis la surface. Le choix des sites. Alors, le choix des sites, en fait, il s'est fait en fonction de plusieurs critères. Il y a eu déjà la connaissance qu'avaient les plongeurs de l'association Poisson-Lune de ces sites. Donc, c'était important de ne pas partir comme ça à l'aveuglette, mais qu'il y ait des retours de terrain de gens expérimentés. Ensuite, on avait besoin de cartographie pour repérer. Là, je vous ai mis une cartographie des fonds marins de Sainte-Rose. Là, je ne sais pas si vous voyez ma souris, mais enfin, en tout cas, là, il y a le port de Sainte-Rose. Là, il y a les zones marron foncé, ce sont les zones de substrat dur, donc qui nous intéressaient plus particulièrement dans le cadre du programme Mesorun. Et les zones vertes, ce sont les zones de substrat meuble, là de vase. Plus on va vers le clair, plus c'est du substrat meuble. Donc, on avait besoin de cartographie des fonds marins. On avait besoin des retours des plongeurs.
Et ensuite, ce qu'on a fait, c'est qu'on a envoyé des caméras depuis la surface pour vérifier que ce que nous donnait la cartographie était exact. Voilà, ça nous permettait de ne pas envoyer les plongeurs sur des sites ou des zones qui nous intéressaient moins. Voilà. Il y a eu d'autres choses qui sont intervenues dans le choix des sites. Il y a eu par exemple le fait de vouloir travailler avec la réserve naturelle marine de la Réunion. Seulement, ça n'a pas été simple parce que la réserve n'a pas de site en zone mésophotique, à part un, qui est situé à la Pointe-aux-Sel. Et c'est pour ça qu'on a fait des plongées à la Pointe-aux-Sel, pour que la réserve puisse avoir des données de la zone mésophotique dans son périmètre. Et en plus, la zone située à la Pointe-aux-Sel est une zone en protection renforcée, donc d'autant plus intéressant pour la réserve. Donc voilà, une fois qu'on a eu le choix des sites, on a pu plonger. Enfin, Patrick Plantard et Camille Loisy de l'association Poisson Lune ont pu plonger. Il y a eu 16 plongées qui ont été faites à Saint-Leu, 16 plongées qui ont été faites à Sainte-Rose. Et il y a également des plongées qui ont été faites en baie de Saint-Paul en partenariat avec un autre programme, c'est le programme INMER, qui travaillait plus particulièrement sur les hydraires qui se développent en zone mésophotique. Et donc, du coup, on a pu échanger nos données. Et donc, du coup, on a intégré à la base de données Mesorun les données d'INMER et vice-versa. Voilà ce que donnent les images qu'on peut récupérer lorsqu'on envoie une caméra depuis la surface sur le fond. Donc, on reconnaît, par exemple, Saint-Leu, 95 mètres, en haut à gauche, des habitats plus ou moins colonisés. Sur Sainte-Rose, 70 mètres, un petit peu de zone de substrat dur et beaucoup de substrat meuble. Sainte-Rose, une zone très colonisée. Et Saint-Leu, encore une autre zone très colonisée. Voilà, le choix des sites a été fait donc, notamment à partir de l'envoi de ces caméras et de la cartographie. Et c'est seulement ensuite que les plongeurs descendaient pour échantillonner les sites qui avaient été choisis. Alors évidemment, on n'a pas fait qu'un inventaire, puisque c'est tellement coûteux, enfin je veux dire dans le sens investissement humain, associatif et même financier, d'envoyer des plongeurs en zone mésophotique, en matériel, je vous montrerai un peu les équipements pour descendre, qu'on a aussi relevé des données importantes comme les habitats sur lesquels on tombait en envoyant soit la caméra, soit les plongeurs. Donc vous avez, il y a beaucoup d'habitats en fait, mais on est tombé sur des habitats de substrats meubles plus ou moins détritiques, ou alors comme en bas à gauche, avec beaucoup de vases devant la marine de Sainte-Rose. Mais néanmoins, il y a quand même des organismes qui s'y développent là. On voit sur la photo en bas à gauche un antipatère, ce qu'on appelle vulgairement un corail noir. Mais nous, ce qui nous intéressait plus particulièrement, c'était les zones de substrat dur qui étaient colonisées. Je vous ai mis deux photos à droite. Donc, ces zones de substrat dur en zone mésophotique, toujours entre 70 et 110 mètres, sont colonisées. Et ce qui nous intéressait, c'était de décrire les organismes et la biodiversité qui poussaient particulièrement sur ces zones de substrat dur. On est tombé sur un site remarquable dans l'Est, qui a été très colonisé en corail dur à 80 mètres de fond et qui a fait d'ailleurs l'objet d'une publication scientifique par Ludovico Haro. Cette zone est remarquable parce que le taux de recouvrement en corail dur, en zone mésophotique, on a estimé autour de 70-80% de recouvrement. Alors, c'est ce qu'on a cherché dans les habitats mésophotiques. En fait, ce qu'on recherchait plus particulièrement est ce qu'on appelle les écosystèmes coralliens mésophotiques. Alors, en gros, les écosystèmes coralliens mésophotiques, ce sont des écosystèmes où les coraux durs sont toujours présents, mais on est en zone mésophotique. Mais pour pouvoir appeler ça un écosystème corallien mésophotique, en fait, il faut qu'il y ait une continuité entre le récif proche de la surface, les récifs classiques de la Réunion, dès qu'ils sont développés dans l'ouest et le sud-ouest de la Réunion, et la zone mésophotique. Or, à la Réunion, autour de 35-40 mètres, ces récifs s'arrêtent, on tombe sur des zones sédimentaires et on se retrouve avec de temps en temps des sortes d'îlots de substrat dur sur lesquels peuvent pousser effectivement encore des coraux. Donc, on n'est pas véritablement dans ce qu'on pourrait appeler des écosystèmes coralliens mésophotiques, comme on pourrait le voir par exemple à Mayotte, où il y a des récifs. On prend la barrière récifale qui part depuis la surface et qui va s'étendre jusqu'à 150 mètres de profondeur sans discontinuité.
C'est-à-dire il y a un continuum récifal depuis la surface jusqu'à 150 mètres de profondeur. Et lorsqu'on observe ça, on observe en fait un changement de communauté. C'est-à-dire que proche de la surface, on a les coraux durs qui sont dominants, qui construisent les récifs. Et plus on va s'enfoncer en zone mésophotique, et plus ces coraux durs vont être dominés par d'autres communautés qui sont principalement les gorgones, les coraux noirs, les éponges et les hydraires. Voilà, c'est les communautés que, sur les sites qu'on a étudiés, que ça soit à La Réunion ou que ça soit à Mayotte, ce sont ces communautés qui deviennent dominantes en zone mésophotique, notamment lorsqu'on a affaire à des écosystèmes coralliens mésophotiques. Je vous montre ce qu'on a pu voir donc, à l'aide de petits films. Donc voilà, là on se trouve sur une zone à 80 mètres de profondeur du côté de Saint-Leu. Donc on peut voir que ce sont, je vais faire une pause, on peut voir que ce sont principalement les gorgones qui sont dominantes sur ce site-là. Et puis là, en blanc, on a un corail noir, on a des poissons évidemment. Et puis si on venait regarder dans le détail ce qui se développe sur le substrat, c'est là qu'on pourrait voir qu'il y a également des éponges, qu'il y a des hydraires en très grande quantité. J'en reparlerai un petit peu plus loin. Voilà, ça c'est un habitat de la zone mésophotique. Il y en a d'autres. Là, c'est une photo. Donc, une photo faite à 110 mètres de fond. Donc, sur cette photo, vous pouvez voir, donc, il y a des gorgones. D'ailleurs, il y a sûrement plusieurs espèces de gorgones sur la photo. On peut voir également que ces taches orangées, marron orangé, là, ce sont des éponges. Voilà. Peut-être quelque chose de moins, auquel on s'attendait moins, ce sont ce qui apparaît en rouge et en rose, ce sont ce qu'on appelle des corallinacées, ce sont des algues calcaires qui se développent sur le substrat. On se trouve quand même à 110 mètres de fond et on observe donc des algues. Et puis ce qui est important aussi, c'est que toutes les taches qui sont marron, ici, là, partout un petit peu, là, ce sont des coraux durs, principalement du genre Leptoseris, mais il y a encore donc des coraux durs qui se développent à 110 mètres de profondeur en zone mésophotique à La Réunion, notamment sur les zones de substrat dur. Là, on se trouve sur une zone de substrat dur, et donc ces coraux se sont développés sur cette zone. Voilà, alors, comme je vous disais tout à l'heure, pour pouvoir descendre, c'est plus compliqué qu'une plongée à l'air dans 15-20 mètres de fond derrière le récif à La Réunion. C'est plus compliqué parce qu'à partir d'une certaine profondeur, certains gaz deviennent dangereux et toxiques. Et donc, il faut utiliser du matériel différent de celui utilisé classiquement dans la plongée sous-marine. Là, les plongeurs de l'association Poisson-Lune ont utilisé donc, ce qu'on appelle un recycleur, d'une part, c'est-à-dire qu'en fait, ce sont des appareils qui recyclent leur air. Le dioxyde de carbone, notamment, va être piégé dans une cartouche de chaux. Et donc, on est en circuit fermé. Et donc, l'air qui est respiré, ils ne font pas de bulles, en gros. Il n'y a pas d'air perdu, ce qui permet d'économiser de grandes quantités de gaz par rapport à du circuit ouvert. L'autre particularité, c'est que comme l'oxygène et l'azote deviennent dangereux à des profondeurs en zone mésophotique, en fait, ils vont utiliser un mélange gazeux différent qu'on va appeler du trimix, c'est-à-dire ils vont respirer un mélange fait d'oxygène, d'azote et d'hélium. Et donc, en abaissant comme ça leur quantité d'oxygène et d'azote et en remplaçant par de l'hélium, eh bien, on peut descendre en zone mésophotique sans que cela soit impactant pour l'organisme. Parce que je vous rappelle quand même que le diazote, c'est ce qui entraîne les narcoses, l'ivresse des profondeurs, et que la pression partielle de dioxygène, lorsqu'elle augmente à grande profondeur, ça devient toxique pour l'organisme. Alors, le problème, c'est que quand on passe, par exemple, une demi-heure sur le petit graphique à côté, il y a environ une demi-heure de passer au fond. Lorsqu'on passe une demi-heure au fond, même en optimisant les gaz, même en optimisant le mélange qu'on respire, eh bien, on doit quand même faire des paliers importants. En gros, Patrick et Camille, ils faisaient en moyenne entre 2h30 et 3 heures de plongée. Donc, une demi-heure passée au fond, il y avait environ 2h30 de palier. Évidemment, tout ça dépend de la profondeur et du temps passé au fond. Alors, l'inventaire, en fait, il a été fait pour la plus grande partie en plongée.
même si à l'aide de la caméra, on a pu faire l'inventaire complémentaire des poissons, mais globalement, l'inventaire faunistique et floristique, il s'est fait en plongée. Donc, pour cela, il faut descendre au fond en étant vraiment équipé, comme vous pouvez le voir sur la photo de droite. Donc, il y a à la fois le recycleur, là, avec le tuyau Hanley, puis les bouteilles correspondant au recycleur dans le dos de Patrick. Vous avez ici des bouteilles qui vont permettre de secours ou qui permettent de faire les paliers. Il y en a une troisième de l'autre côté. Vous avez ici un filet pour collecter les échantillons. Et puis après, ils peuvent également, au cas où il leur manquerait un peu de poids, ils ont des appareils photo, voire d'autres appareils pour prélever de l'eau. On le verra un petit peu plus loin. Donc là, sur le petit film qui va se déclencher, vous allez voir, là, on voit un plongeur dans la zone corallienne exceptionnelle en termes de recouvrement du côté de Sainte-Rose. Et ce plongeur, là, il se trouve à 80 mètres de fond. Et donc, nous, ce qu'on leur demandait, c'était de faire des photos pour l'habitat, des photos pour les poissons, et sinon, pour les autres organismes qui n'étaient pas déterminables par photo, de prélever des petits bouts d'organismes qui permettraient après l'expertise par les experts des différents phylums. Voilà, là, une autre zone avec un petit morceau de substrat dur ici, c'est devant la marine à Sainte-Rose, et puis une zone quand même très envasée, parce que ici c'est de la vase. N'empêche que même sur ces zones-là, la biodiversité en zone mésophotique étant mal décrite ou peu décrite, notamment dans le sud-ouest de l'océan Indien, eh bien, on peut trouver des espèces qu'on ne connaissait pas à l'arrivée. Alors, une fois que les plongeurs ont fini leur plongée au fond, c'est-à-dire en moyenne, ils passaient entre un quart d'heure et 40 minutes au fond, ils nous renvoyaient un parachute avec un filet dans lequel il y avait les échantillons. On réceptionnait ces échantillons en surface, on les maintenait dans de l'eau de mer, et après, il y avait des laboratoires de campagne qui étaient montés soit à Sainte-Rose, soit à Saint-Leu, qui permettaient donc le tri de ces échantillons, puis la fixation de ces échantillons, mais également l'observation lorsque ces échantillons étaient encore vivants, car il n'y a rien de mieux que d'avoir des échantillons vivants pour les déterminer. Donc là, vous voyez une partie des experts locaux qui ont travaillé. Vous avez en haut Florence Trentin de l'association Biocéane qui expertisait notamment les nudibranches, mais aussi qui était l'une des organisatrices du programme Mesorun. Vous avez Niki Bonnet en bas ici, qui est professeur d'université et qui est spécialiste des hydraires et qui décrit les hydraires dans le sud-ouest de l'océan Indien depuis maintenant beaucoup d'années. Vous avez aussi Estelle Crochelet de Arbre et qui travaille plus particulièrement sur l'ADN environnemental. Alors justement, en parlant de l'ADN environnemental, c'est une autre partie du programme Mesorun. En fait, l'objectif, c'était de prélever des petits morceaux que les poissons larguaient dans l'eau, des petits morceaux d'ADN, et puis après d'avoir une liste de poissons à partir de cet ADN qui était prélevé dans le milieu. Comme ça peut paraître simple, mais en fait, de prélever de l'eau en milieu mésophotique sur les sites où on a fait l'inventaire, c'était finalement pas si simple que ça. Je vais vous décrire un peu les différentes étapes. Donc là, on voit le plongeur, toujours Patrick Plantard, qui est filmé par Camille Loisil. Et vous voyez comme il est chargé en matériel, donc c'est très impressionnant. Et au cas où il manquait de matériel, on s'est dit, on va lui rajouter deux tubes qui vont lui servir à prélever de l'eau exactement sur les sites où on fait l'inventaire des différents phylums. Donc là, il prélève de l'eau. En fait, il a descendu les tubes ouverts depuis la surface. Tout ça a évidemment été stérilisé. Et une fois qu'il va avoir fermé ces tubes, il va les renvoyer vers la surface donc, à l'aide d'un parachute. Oui, mais c'est bon, pas grave. C'est bon? Voilà, donc là, on va le voir, il renvoie ces tubes vers la surface. Et donc, à l'aide du parachute là, qui va gonfler, vous pouvez regarder aussi qu'il a un propulseur ici. Ce propulseur, ça lui sert à se déplacer plus rapidement sous l'eau parce qu'ils sont tellement chargés en matériel que, en fait, le palmage est peut-être compliqué alors qu'avec un propulseur, il dépense aucune énergie. Voilà, donc il renvoie ces bouteilles vers la surface. Une fois que ces bouteilles sont arrivées vers la surface, on les récupère et donc on va filtrer l'eau
Donc là, c'est Estelle qui nous a formés à la filtration de cette eau. Donc, tout est stérilisé, javélisé, etc. Donc, on utilise un petit moteur qui permet une petite pompe qui va forcer le passage sur le filtre. Le petit filtre blanc que vous voyez ici, c'est ça qui va être envoyé au laboratoire pour analyser donc, les séquences ADN qui vont être piégées dans ce filtre. Donc, un petit schéma sur les méthodes d'analyse au niveau de l'ADN environnemental. Donc, cet ADN environnemental qui est relâché dans l'environnement par les poissons, puisque là, on s'est concentré essentiellement sur les poissons. Ensuite, il va y avoir une extraction, une amplification donc, de cet ADN environnemental. Puis, ça va être séquencé. Et puis, enfin, on aura une liste de données qui nous est arrivée d'ailleurs il n'y a pas très longtemps, mais sur lequel on doit encore travailler, notamment Natacha Nikolic, Emmanuel Kors et puis Estelle Crochet de Havre. Parce qu'en fait, une fois qu'on a cette liste, il reste encore du travail, notamment des analyses phylogénétiques à faire, et puis de vérifier, pour chaque espèce, on a des pourcentages, et donc il faut vérifier que ça match ou que ça ne matche pas. Donc il reste encore finalement pas mal de boulot, ce n'est pas fini. Voilà pour la partie ADN environnemental. Ça sera intéressant en fait de comparer ce qu'on a pu observer en photo vidéo au niveau des poissons et ce qui va ressortir au niveau de l'ADN environnemental des poissons, de croiser ces listes et de voir ce qui a été vu et confirmé par l'ADNE ou vice-versa, ce qui a été vu en photo vidéo et pas observé par l'ADNE, ou le contraire, c'est-à-dire matché par l'ADNE mais pas vu en photo vidéo. Parce qu'il faut savoir, par exemple, qu'il y a des poissons qui remontent la nuit de plus grande profondeur vers la zone mésophotique, qui laissent des traces d'ADN, et ça, l'analyse de l'ADN peut le repérer. Alors, on a aussi travaillé sur un autre volet en partenariat avec le CITEB, sur ce qu'on appelle les microalgues. Donc, le CITEB nous a demandé de prélever du substrat en zone mésophotique afin de rechercher notamment s'il y avait des dinoflagellés qui se développaient en zone mésophotique. Donc, le but, c'était notamment de chercher les microalgues du genre Gambierdiscus qui développent des ciguatoxines et ce qui aboutit à la ciguatera. Et donc, en fait, on a prélevé comme ça des échantillons de substrat dur qu'on a fournis au CITEB et qui ont fait donc les analyses, la mise en culture de ces échantillons pour chercher s'il y avait des dinoflagellés. Bon. Il s'est avéré que sur les 8 échantillons, ce n'est pas beaucoup, mais c'est tellement rare de prélever en zone mésophotique qu'en fait, on prend ce qu'on a. Donc, il s'avérait qu'il y avait peu ou pas de dinoflagellés. Par contre, il y avait majoritairement une présence de diatomées. Il y a 5 souches de diatomées qui ont été mises en culture et ça sera valorisé au travers d'autres projets du CITEB, notamment le projet Pomarun. Donc, on en vient au vif du sujet, en fait, puisque je vais vous parler de ce qu'on a trouvé au jour d'aujourd'hui au niveau inventaire faunistique, sans m'étendre trop, parce que, bon, après, ça devient vite compliqué si on rentre à l'intérieur des phylums et des déterminations pour chaque groupe. En premier, je vous parle des poissons. Donc, les poissons, l'inventaire, il est quand même relativement finalisé au jour d'aujourd'hui. On a 136 espèces recensées, 40 espèces spécifiquement mésophotiques, c'est-à-dire qu'on ne va pas voir sur les récifs classiques, qu'on va voir sur les zones de substrat dur colonisées par les gorgones, coraux noirs, un petit peu coraux durs, éponges. Et donc, il y a quand même 40 espèces spécifiques à la zone mésophotique observées sur les sites de Saint-Leu et Sainte-Rose dans le cadre de Mésorone. Et on a 9 espèces nouvelles pour la Réunion. Je vous en présente quelques-unes. En haut, là, vous avez une espèce qui n'avait jamais été observée à la Réunion. Au milieu, c'est un césio, jamais observé à la Réunion. Vous avez à droite un apogon, jamais observé à la Réunion, etc. À côté de ça, vous avez d'autres espèces plus rares, comme en haut à gauche, un forcipigère, une sorte de poisson papillon avec un très long museau ici, mais en robe noire. D'habitude, on l'observe, il a une robe plutôt jaune. Vous avez également au milieu en bas un poisson demoiselle qui semble être nouveau pour la science. Il a été pris en photo plusieurs fois. Le seul problème, c'est que pour pouvoir décrire cette nouvelle espèce, il faut prélever. Donc, ce poisson n'a pas été prélevé. Et puis, on a aussi observé des espèces emblématiques comme ce gros méropatate, Epinephelus tucula, qui a été observé sur plusieurs sites
et qui a disparu des récifs situés proche de la surface à La Réunion, mais qui est visiblement encore présent en zone mésophotique à La Réunion, ce qui était plutôt une bonne nouvelle. Alors, concernant les mollusques, l'inventaire, il n'est pas finalisé, ça prend beaucoup de temps. Notamment, ça prend beaucoup de temps parce qu'il y a eu quelques prélèvements de petites quantités de sable dans lesquels il y a énormément de micromollusques, donc des tout petits gastéropodes comme en bas à droite, là. Et donc, ces micromollusques, en fait, il faut trier le sable, les trier un par un et puis les déterminer. Donc, mais il y a sûrement plusieurs centaines de micromollusques qui ont été trouvés dans le sable, prélevés en toute petite quantité. On a dû prélever en tout peut-être 8 échantillons correspondant à un verre de sable à chaque fois, 8 verres de sable en gros. Et dans ces 8 verres de sable, on se retrouve avec plus d'une centaine, je dirais même, je n'ai pas le chiffre exact en tête, donc, mais c'est plusieurs centaines de micromollusques. Alors, on a aussi trouvé des nudibranches. Vous avez un exemplaire en bas à gauche de nudibranches. Il y a eu en tout 28 espèces de nudibranches trouvées, 14 espèces nouvelles pour La Réunion, dont certaines sont nouvelles pour la science. A priori, il y aurait 6 espèces nouvelles pour la science. À chaque fois que je dis nouvelles pour la science, faut prendre des précautions puisque une espèce n'est dite nouvelle pour la science que s'il y a eu publication et validation par les pairs pour que ça soit validé. D'accord ? C'est-à-dire qu'on peut à un moment donné faire des erreurs, penser que c'est nouveau, puis que ça a été décrit sous un autre nom, sous une autre forme, etc. Donc pour l'instant, c'est des hypothèses, mais ce sont a priori quand même sur les 6, il y aura sûrement quelques-unes qui seront nouvelles pour la science. Ensuite, on a fait aussi l'inventaire des crustacés. Il n'est pas finalisé. Il y aurait entre 30 et 35 espèces de crustacés décrites pendant le programme Mésorun. Vous avez des exemples. En haut à gauche, une langouste qu'on trouve qu'en milieu mésophotique, des espèces de crevettes sur la droite, et puis une petite galatée qui est associée à un crinoïde. On ne voit pas le crinoïde. Le crinoïde, c'est un échinoderme. Voilà, donc il y a eu pas mal de crustacés observés. Il y a notamment eu un crustacé endémique de La Réunion qui a été revu pour la première fois depuis sa description. C'est une petite squille. Donc l'expert Joseph Poupin était plutôt satisfait de revoir cette petite squille. Les échinodermes, les échinodermes, je vous rappelle que donc il y a 5 classes. Il y a les crinoïdes. Vous avez un exemplaire de crinoïde en haut à gauche. Donc ce qu'on appelle aussi les lises de mer ou les comatules. Alors, ce crinoïde en haut à gauche, c'est Cenometrabella. En fait, il a été observé pour la première fois sur une étude avec le Grand Port et Créocéan en 2017 au port par 50 mètres de fond et on l'a revu plusieurs fois dans le cadre de Mésorun. Il nécessite des analyses génétiques complémentaires pour être sûr que ça soit bien cette espèce-là. On a aussi observé des ours, alors très rarement des oursins. Je crois qu'il n'y a qu'un spécimen d'oursin qui est présenté en bas. C'est un oursin qu'on connaissait déjà à La Réunion, qui vit en milieu mésophotique. Et on a observé très rarement aussi des holothuries. Vous avez pratiquement le seul spécimen observé toujours sur le même site à La Réunion. La particularité de cette observation, c'est que cette holothurie est la même espèce que celle que vous observez dans les lagons et qui n'avait jamais été observée aussi profondément à La Réunion. Voilà. Pour pouvoir déterminer que c'était bien cette espèce, en fait, on a fait des prélèvements de peau de cette holothurie. On a regardé au microscope des petites pièces, ce qu'on appelle des spicules, qui nous ont permis de nous orienter vers cette espèce-là. Puis enfin, une étoile de mer qui avait été observée par Patrick Plantard avant le programme Mésorun à la Pointe-aux-Sel par 90 mètres de fond, mais que je rajouterai à l'inventaire, puisque cette étoile avait déjà été observée également sur les pentes du volcan lors de la venue de Laurent Balesta. Les cnidaires, dans ce que j'ai appelé les coraux durs, c'est-à-dire les scléractiniaires. Alors, concernant les scléractiniaires, il y aurait entre 7 et 10 espèces trouvées en zone mésophotique. Le genre dominant est celui que vous avez en haut à droite et en bas à gauche, c'est les Leptoseris, qui font des formes qui poussent horizontalement et non pas verticalement, et qui ont des formes un peu en assiette, en coupole. Voilà, vous avez aussi sur la diapo en bas, la photo en bas à droite, des exemples de Leptoseris qui poussent le long d'un tombant à Sainte-Rose. Et puis on a retrouvé
un corail, Madrassis Elana, en haut à gauche, qui n'avait pas été vu depuis, il me semble, plusieurs dizaines d'années, qui avait été échantillonné par Gérard Faure dans les années 70, il me semble, autour de 45-50 mètres sur un tombant de la Souris chaude. Et on a revu Madrassis Elana sur plusieurs sites, notamment dans l'Est. Et donc, c'était une découverte assez sympa de revoir ce corail qui avait également été observé en zone mésophotique à Mayotte. Alors, comme je vous le disais, lorsque je vous parlais des habitats, on trouve au niveau des communautés en zone mésophotique, on trouve beaucoup de gorgones et beaucoup de coraux noirs. Et donc, les gorgones sont très difficiles à déterminer au niveau de l'espèce en faisant juste des photos. Pour pouvoir les déterminer, il faut prélever des petits morceaux. Et donc, on prélevait des petits bouts de branches d'une dizaine de centimètres de chaque gorgone. Et c'est l'expert en métropole qui actuellement expertise les gorgones, qui estime qu'il y aura une trentaine d'espèces de gorgones inventoriées sur Mésoron. Pareil, idem pour les coraux noirs. Les coraux noirs, ce sont les antipatères. Les genres les plus représentés, ce sont les Myriopathes. Vous avez en haut à droite et en bas à gauche les Myriopathes. Je ne sais pas si vous distinguez, on peut voir des ophiures aussi à chaque fois. À chaque fois, en fait, les Myriopathes, ça forme comme des sortes, ce sont bien des animaux, ce sont des cnidaires, ça forme des grands arbres. Et ces grands arbres, en fait, abritent une multitude d'organismes plus petits. Un peu, on pourrait comparer ça aux arbres terrestres. Voilà, donc ça, ce sont les Myriopathes. Il y avait en bas à droite aussi des Cirripathes qui font partie donc des antipatères. Et pour rappel, les coraux noirs, ce sont des hexacorallières et les gorgones des octocorallières, polypes à 8 et pour les hexas, polypes à 6. Alors, concernant les hydraires, donc c'est Niki Bonnet qui a travaillé sur les hydraires. Et ça représente un gros travail parce qu'il s'est avéré qu'il y avait énormément d'hydraires qui se développaient sur les zones de substrat dur. Elle a inventorié 85 espèces d'hydraires dans le cadre de Mésoron. Et a priori, il y aurait 5 genres nouveaux pour la science. On n'est même pas au niveau de l'espèce, on est au niveau du genre. Et 9 espèces nouvelles pour la science. Tout ça confirmé par des articles scientifiques, bien évidemment. Vous pouvez voir en haut à droite ce qu'on appelle comme hydraire le stylastère. Ça ressemble à une gorgone, mais ce n'est pas une gorgone, c'est bien un hydraire. Et puis après, vous avez des photos d'hydraires un petit peu en haut à gauche et puis en bas, voilà, en bas. Voilà pour les hydraires. Les coraux mous, on est toujours dans les cnidaires. Alors, les coraux mous, très, très difficiles à déterminer à l'espèce. Je suis en contact avec quelques spécialistes qui travaillent à partir de la morphologie des coraux mous. Il s'avère qu'en fait, pour travailler sur les coraux mous actuellement, il faut faire de la microscopie électronique et de la génétique. Donc, je travaille avec un laboratoire en Espagne et les retours pour l'instant, ça serait que les 2 genres principaux observés sur Mésoron, ça serait Dendroneftia en haut à gauche et Chironeftia à droite. Voilà. On en est là, ça sera difficile d'aller plus bas à l'espèce parce que c'est un gros travail à chaque fois de travailler sur les coraux mous. On verra ce que donneront les résultats, mais ça nécessite des révisions importantes de la classification des coraux mous. Et puis, pour finir sur l'inventaire, on est tombé aussi en zone mésophotique sur des faciès où il y avait énormément d'éponges. Alors déjà qu'on connaît peu ou pas les éponges en zone euphotique dans le sud-ouest de l'océan Indien, malgré que des chercheurs se soient déjà penchés dessus. Alors en milieu mésophotique, il y a certaines espèces qui sont inconnues, ça nécessite des prélèvements, ça nécessite de la microscopie en laboratoire derrière, des analyses génétiques. La microscopie, c'est pour observer des petites pièces, soit calcaires, soit siliceuses, des sortes de spicules, un peu comme chez les échinodermes, dans les tissus des éponges. Et il y avait déjà l'association Vie-Océane, il y a quelques années, qui avait mis en place une école thématique sur les éponges qui se situait sur les récifs, donc proche de la surface, en faisant venir notamment des chercheurs. Et il y a un livret qui a été édité par Florence Trentin qui permet qui sert de référence pour travailler sur les éponges et voir le travail qu'il y a à faire en laboratoire pour les déterminer. Il y a eu quelques acidies qui ont été observées et prélevées. Elles sont parties directement au Muséum national d'histoire naturelle, car c'est très compliqué à déterminer.
Et enfin, il y a les macrophytes. Les macrophytes, donc les algues. Alors, il y a encore des algues en milieu mésophotique. On a observé notamment des algues calcaires en rose ici, des algues rouges, des algues brunes et plus rarement des algues vertes. Alors, vous avez en bas à droite donc une algue verte qui a été collectée en milieu mésophotique. Mais les algues deviennent plus rares, mais sont quand même présentes en milieu mésophotique. Pour les analyses, pareil, c'est au niveau génétique que ça se passe. C'est compliqué la classification des algues. On a du mal à faire sans la génétique aujourd'hui. Voilà le bilan Mésorun. Donc, ça correspond à peu près à ce que je vous ai dit. Hein. Donc, on a fait l'inventaire. On va essayer dans ce bilan de définir ce qui est typiquement mésophotique et puis les organismes qu'on retrouve en zone située au-dessus, puis en zone mésophotique. Et évidemment, ce qui nous intéresse plus particulièrement, c'est s'il y a des nouvelles espèces pour la Réunion, voire pour la science. Et ça a permis, ce programme, ça permet, puisque c'est en cours, d'avoir une meilleure connaissance de ces habitats et des organismes qui évoluent. Et c'est là où j'introduis ce qu'on appelle la zone refuge. Il y a des chercheurs, il y a des articles, ça ne remonte pas si longtemps, il y a quelques années, qui ont parlé de zone refuge pour parler de la zone mésophotique. Ça signifie en fait que la zone mésophotique est davantage protégée des impacts anthropiques, par exemple le réchauffement global, par exemple les bassins versants à La Réunion. Et du coup, les espèces qui se développent en zone mésophotique seraient davantage sauvegardées que les espèces situées proches de la surface. C'est pour ça qu'on parle de zone refuge. Et donc, l'hypothèse serait de dire les espèces qui se développent en zone mésophotique pourraient éventuellement servir à recoloniser certaines parties des récifs qui seraient impactés, situés proches de la surface. Ça reste une hypothèse parce que pour que ça puisse fonctionner, en fait, il faut que les espèces qui se soient développées en zone mésophotique puissent s'adapter en zone photique. Donc, est-ce que les espèces qui se sont développées dans le mésophotique inférieur ou entre 70 et 100 mètres pourraient s'adapter à des zones situées plus proches de la surface? Ce n'est pas sûr, mais c'est une hypothèse qui reste à confirmer. Voilà, donc j'ai fini. Vous voyez ce mérou qu'on devrait rencontrer couramment sur un récif peu impacté à La Réunion, qui a été observé sur 100 mètres de fond sur la côte ouest dans le cadre de Mésorun, et qui a un fil de pêche dans la gueule et qui donc pour l'instant est en mode survie parce qu'il évolue dans un milieu où a priori il est moins touché par la pêche, la chasse et puis par les impacts anthropiques. Mais néanmoins, il a quand même un fil de pêche, ce qui veut dire qu'il a déjà failli être pêché. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. Puis si vous avez des questions, c'est Laurence qui prend la suite. Merci beaucoup Thierry. C'était super clair, c'est super bien. Merci. N'hésitez pas si vous avez des questions. Vous pouvez activer vos caméras si vous posez des questions. Je vois qu'il y a Niki et Estelle qui sont connectés, c'est bien. Oui, il y a du monde. Oui, coucou. Salut. Je sais, s'il n'y a pas de questions, tu veux parler rapidement des résultats ADN? Tu peux en parler, toi, ou si... Je n'ai pas encore eu le temps vraiment de regarder, comme c'est tombé hier, en fait. Si tu veux, on peut en parler un petit peu, mais puis tu as vu, on a demandé des compléments au laboratoire. Donc, voilà. Pour info, oui, voilà, on vient juste de recevoir les résultats sur les filtres ADNE. On avait envoyé 8 filtres et ils nous ont envoyé en fait la liste des espèces qu'ils ont pu avoir avec les banques génétiques. Alors, on a des espèces qui sont un peu étonnantes, mais du coup, c'est hyper intéressant. On a le faux orque, par exemple. On a des espèces de dauphins qui ont été observés, du coup, qui n'ont pas été observés, mais dont on a l'ADN en zone mésophotique. Voilà. Donc, là, on va pouvoir parcourir
les résultats qu'ils nous ont envoyés, c'est vraiment les prémices. Et puis, on vous en dira plus quand on aura eu le temps de faire le tour du listing. Peut-être que Niki, tu veux dire un mot aussi sur les hydraires? Je ne sais pas si elle peut brancher son micro. Je vois qu'elle est en ligne, Niki. Là, tu m'entends? Oui, je t'entends, Niki. Coucou, tu vas bien? Ça va, merci. Vas-y, Ben, écoute, raconte-nous un peu sur les hydraires. ben, sur les hydraires, c'est très, très compliqué parce qu'en fait, la plupart des espèces étaient très, très petites et donc demandaient beaucoup de travail au microscope, à l'outil binoculaire et au microscope. Et il y a beaucoup d'espèces qui font partie de familles très difficiles parce que il faut connaître la manière dont les espèces se reproduisent pour pouvoir les attribuer à un genre ou à un autre. Donc, quand on n'a que quelques petits échantillons récoltés comme par-ci par-là, comme ça, en général, on a des échantillons qui sont stériles. Donc, on ne peut pas savoir si la reproduction se fait par l'intermédiaire d'une méduse, parce que chez les hydraires, il peut y avoir une méduse qui va servir qui va devenir adulte et qui va disséminer les produits sexuels, ou si au contraire, les colonies qui sont fixées au fond vont elles-mêmes se reproduire et disséminer les gamètes et produire des larves sans avoir besoin de méduses. Et on a besoin de cette information pour identifier quelquefois le genre, enfin souvent même le genre auquel appartient l'échantillon que l'on a sous les yeux. Donc voilà, ça pose quand même beaucoup de problèmes et j'espère qu'il y aura une suite parce que j'aurai besoin d'échantillons supplémentaires pour amener cette liste à un état un peu plus édifié, disons. Hein, voilà. Il reste encore beaucoup d'espèces qui ne sont pas identifiées. En parlant de suite, c'est bien que tu aies dit ça, Niki, parce que en fait, l'objectif aussi du programme, c'est un peu d'alerter les pouvoirs publics sur la biodiversité et la richesse de ces zones mésophotiques, et du coup de se tourner vers la DEAL à La Réunion, notamment pour mettre en place ce qu'on appelle des ZNIEF, des zones naturelles d'intérêt écologique, floristique et faunistique, qui sont la première étape dans une démarche de protection de ces zones-là. Et donc, si un jour il y a un Mésorone 2 qui se ferait, ça serait pour effectivement connaître, mettre en place des ZNIEF éventuellement dans un futur à moyen terme en zone mésophotique sur les sites remarquables, comme par exemple sur le site qu'on a échantillonné dans le sud-est, qui était remarquable en termes de recouvrement. Oui, celui de la coulée, Ouais, dans la zone de la voilà. coulée. Non, Oui. c'est sûr que ce serait très intéressant d'avoir des zones ZNIEF qui puissent être suivies aussi au fil du temps, quoi. Ouais. Surveillées. Et puis, oui, ça serait vraiment intéressant, c'est sûr. Ouais. Mais c'était un premier pas. Voilà, c'était un premier pas. En Alors, tout cas, pour rappel aussi, il y a Ludovic Waro qui fait actuellement sa thèse. Je ne sais pas s'il est connecté, Ludo, mais il y a Ludo qui fait sa thèse actuellement alors pas spécifiquement sur le milieu mésophotique, mais en partie quand même. Et donc, il a participé à Mésorun et il essaye de voir comment évoluent les communautés entre les récifs plus proches de la surface et les zones mésophotiques. Qu'est-ce qui change, notamment au niveau des coraux durs? Il est surtout concentré sur les cnidaires. Donc, je ne sais pas s'il ne doit pas être là, Ludo, je pense, mais voilà. je ne sais pas. Si, je suis là. Bonjour tout le monde. Coucou Ludo, ça va? Ça va bien. Merci pour cette nous présentation. Ouais, merci. Tu peux nous dire un mot peut-être sur ta thèse, enfin, comme ça, en résumé, ça va être dur, je sais, mais peut-être comme c'est sympa aussi. Alors brièvement, ça va être de caractériser justement le long de tout ce gradient bathymétrique les habitats et les transitions de communauté, et notamment spécifiquement sur les scléractinières. Donc, c'est de voir de la zone ophotique jusqu'à la zone mésophotique basse,
comment en fait les communautés benthiques, elles changent et idéalement aussi leur dynamique, leur démographie et la dynamique notamment des processus de recrutement corallien. Donc, Ok. comprendre un peu quelles sont les différences entre justement la zone mésophotique haute et la zone mésophotique basse, en lien toujours avec les récifs moins profonds, pour pouvoir, comme tu le soulignais, répondre à cette hypothèse de refuge profond ou pas. Voilà. Ok. Et est-ce que tu as identifié des sites? C'est-à-dire, Est-ce que je veux dire, je sais que tu vas bosser, enfin, il y a des sites identifiés peut-être au port, peut-être avec un des sites qu'on a trouvé sur Mésorone, mais ah est-ce oui, que tu as identifié d'autres sites sur lesquels tu serais plus à même de travailler? Parce que ça va être difficile de travailler tout autour de la Réunion sur plusieurs sites, je ouais, pense. totalement. Mais c'est ce que tu soulignais tout à l'heure, c'est effectivement, il y a la Réunion, il y a cette particularité où ce gradient des communautés, en tout cas le récif corallien, il ne se fait pas le long du continuum, en fait. Oui, oui. Donc, la difficulté, effectivement, c'est de trouver des sites où on peut avoir en fait du substrat dur, en tout cas un récif corallien, de la surface quasiment jusqu'à 100 mètres. Et pour l'instant, le site qui s'y approche le plus, ça serait vraiment justement la coulée de 77 à Sainte-Rose, où là, on a potentiellement de la surface, en tout cas de la zone 20 mètres jusqu'à 100 mètres, une continuité en fait dans le récif corallien. Mais ça Dans va une être zone aussi un peu le challenge, c'est de montrer la diversité des habitats qu'on peut retrouver et que voilà, les fonctionnements, en tout cas la structure des communautés, elle peut être totalement différente d'un site à l'autre, alors qu'il y a à peine quelques kilomètres de distance entre ces sites. Ok, Ludo, merci, super. Voilà, merci à vous. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Moi, j'avais une question. Salut Thierry. Salut, Émeric. Juste, c'était par rapport à l'ADN environnemental. Je pose la question au cas où, savoir s'il y avait eu des requins détectés. Figure-toi, c'est une bonne question parce que j'ai envoyé ce matin à Estelle et Natacha. En fait, dans la liste qu'on a reçue hier, il faut savoir que on n'a reçu qu'une partie des résultats des analyses hier. Il va y avoir des compléments d'après ce que j'ai compris. C'est plus Estelle et Natacha qui gèrent cette partie-là avec moi, évidemment. Mais j'ai demandé à Natacha, mais pour l'instant, ils ont pas cherché en fait les élasmobranches. Donc du coup, j'ai dit à Natacha, parce que c'est elle qui est en lien avec le labo. J'ai dit à Natacha, ça serait bien que tu leur demandes s'ils ont cherché et s'il y a c'est un zéro ou s'ils n'ont pas cherché. Je pense qu'ils n'ont pas cherché. Et donc, du coup, j'ai demandé, on va voir comment ça se passe, mais a priori, il faudrait qu'ils cherchent. Voilà. Mais pour l'instant, je ne peux pas te dire parce que ça n'a pas été fait. D'accord, ok. Ce sera intéressant de voir si ça peut potentiellement être un refuge aussi, comme les tuculas, par exemple. Ouais. Alors aussi pour info, parmi tout ce qu'on a envoyé, les immersions caméra depuis la surface et puis les plongées, il n'y a jamais eu de requin d'observer, sauf une fois à Sainte-Rose, mais c'était trop loin pour pouvoir faire des photos. Il y a eu des requins observés sur 80-90 mètres, mais les plongeurs qui connaissent très bien les poissons n'ont pas su décrire. C'était vraiment très furtif. Et donc, voilà. Mais sur toutes les plongées, les 36 plongées, il n'y a pas eu de requin, ni de récif, ni requin tigre, ni requin bulldog d'observer en zone mésophotique pendant Mésorone. Ok, très bien. Merci. D'autres questions peut-être? Ce n'est pas une question, bonjour, c'est Marine. C'est juste pour dire que si quand là, il n'y a pas d'urgence, mais quand le programme sera fini, ça peut être intéressant de faire une restitution à
à tous les agents à la réserve parce que bon là ils pouvaient pas tous suivre en visio, mais bon voilà ils seront intéressés de savoir qu'il y a des espèces de poissons qu'on revoit plus profond. Je pense que ça redonnera aussi un peu de courage à tout le monde ici de savoir que qu'il y a tout ça au fond qu'on voit pas quoi. Ouais, alors c'est bien que tu dises ça, Marine, parce que c'est un des engagements. En fait, c'était effectivement, comme on a eu l'autorisation d'aller en zone de protection renforcée à la Pointe-aux-Sel, et puis pas seulement pour ça, hein, effectivement, on avait l'intention avec Vie Océane de faire une présentation à la réserve pour que vous soyez tenus informés du programme et puis le juste retour des choses, effectivement, pour qu'on montre aux agents ce qu'on peut voir en zone plus profonde. Oui, oui, c'est prévu de Super. faire. Théva, là, pouvait pas venir, elle s'excuse, mais du coup, je vais déjà un peu, moi, leur raconter ce que vous avez dit. Mais voilà, je pense que vraiment tous les agents ici seraient quand même assez intéressés. Ouais, pas de problème, on le fera. Mais en fait, bah, pour les poissons, là maintenant pour les poissons, ce qui va être intéressant, c'est de croiser avec l'ADN environnemental. Mais la liste de poissons en elle-même, là, elle est pratiquement finalisée. Il va y avoir une publication scientifique qui va sortir sur les 9 nouvelles espèces de poissons pour la Réunion. Mais là, maintenant, la suite pour les poissons, c'est vraiment l'ADN environnemental. Mais au-delà des poissons, c'est aussi intéressant de parler des habitats et puis de parler puisque la réserve est directement concernée par la zone de la Pointe-aux-Sel, de parler ce qu'on a observé sur cette zone-là plus particulièrement. Oui, complètement. C'est pas que les poissons, hein. On aime bien le reste aussi. Et c'est vrai, si je peux me permettre, tu m'entends, Thierry là? Oui, oui, vas-y. Oui, en fait, cette Pointe-aux-Sel, c'était une zone extrêmement riche. Justement, c'est celle qui est en dessous de la zone récifale et on l'a trouvée très, très riche. Apparemment, enfin, il me semble, hein, elle était très fournie, disons. Alors, en fait, pour Ludo, je pense que ça peut être un site intéressant, la Pointe-aux-Sel, mais faut qu'il voit avec Lionel et tout ça. Mais c'est vrai que là, il y a une continuité, du moins en substrat dur. Je ne suis pas sûr que ce soit que du récifal, parce qu'en bas, c'est plutôt des blocs. Mais en substrat dur, il y a une continuité entre des sites proches de la surface et le fond qui est autour de 70-80 mètres, effectivement. Ça, c'est intéressant. Ouais. Mais je crois qu'on n'avait pas trouvé plus profond aussi. Non, on n'avait pas. On a cherché plus profond, on a cherché sur 100 mètres, mais on n'a pas trouvé de zone de substrat dur sur 100 mètres. Par contre, il y a des zones détritiques sur 100 mètres qui, toi, t'intéressaient effectivement lorsqu'on les plongeurs sont tombés dessus et qu'ils ont prélevé parce qu'il y avait souvent des hydraires sur les petites zones rocheuses détritiques. Oui, ouais. oui. Ouais, mais il n'y avait pas de zone de substrat dur sur 100 mètres à la Pointe-aux-Sel. Il n'y avait pas de grande surface dure, non, c'est sûr. Mais il y en a peut-être quelque part qu'on a raté. Ah oui, oui, oui. De toute façon, là, vraiment, quand on voit l'étendue des zones mésophotiques, même à Mayotte ou à La Réunion, c'est comme d'habitude, hein, on a visé des sites à partir de la cartographie, mais on aurait pu s'orienter sur d'autres sites et d'autres zones de La Réunion et faire d'autres découvertes. Hein. Donc, c'est vraiment, bon, voilà, c'est bien, mais il reste beaucoup de choses à faire. Mais c'est bien parce que c'était quand même deux zones très contrastées, justement. Oui. Le choix était bon, je pense. Je pense que pour le prochain choix, il faudra viser plus au large d'un récif barrière. Coucou Florence, ça va? Ouais. Ouais, je suis d'accord. Ça pourrait être plus intéressant pour l'avenir de voir ce qu'il y a au large d'un récif corallien constitué. Ouais, c'est ce qu'on disait. Parce que la Pointe-aux-Sel n'est pas un récif corallien. Oui, c'est ça, exactement. C'est ce qu'on disait l'autre fois qu'on en discutait, et puis ça intéressera Ludo si jamais ça prend forme. C'est effectivement aller voir ce qu'il y a en bas des pentes des récifs, c'est-à-dire dans la zone, on va dire, mésophotique haute, c'est-à-dire entre 30 et 50 mètres. Ça peut être intéressant, effectivement, d'étudier certaines zones en bas des pentes récifales, mais essayer de trouver un continuum, là, pour le coup. Il y en a peut-être du côté de la passe de l'Ermitage, je ne sais pas, il faut regarder les cartographies. Mais là, effectivement, on pourrait parler d'écosystèmes coralliens mésophotiques en partie haute de la zone mésophotique. Lorsque nous étions avec le Marion Dufresne, il y avait une zone extrêmement riche, mais qui est très difficile d'accès pour nous depuis la côte. C'est au large de Saint-Pierre. Oui, mais ça, c'est la zone, c'est très bien. Ces zones-là, elles sont super, mais elles sont toujours difficiles au niveau météorologie.
Et voilà, oui, non seulement météorologique, puis d'accès aussi, c'est difficile d'accès. Ouais. C'est loin des ports, c'est plus difficile au niveau la mise en place Ouais, la suivi dans logistique. ces zones-là. Ouais, la logistique, on est obligé d'en tenir compte. Hein. Ouais. Mais c'est sûr que d'aller voir en dessous de la zone corallienne que l'on connaît bien, ça serait intéressant, c'est sûr. Il y a d'autres questions? J'ai pas l'impression. Si tout le monde est satisfait, on va s'arrêter là. En plus, j'ai une réunion à 14 h, donc il me reste encore quelques minutes. Dans tous les cas, merci beaucoup Thierry, c'était vraiment très intéressant. Merci à toi Laurence, c'était bien de coopérer et puis de réussir à faire ça. Oui, et puis pour tout le monde, pour les étudiants et tout, je pense que c'est très intéressant qu'ils se rendent compte de tout ce qui se fait un peu à La Réunion et ailleurs d'ailleurs. Et je t'envoie le lien d'enregistrement en fin d'après-midi. Ouais, ok, super. Bon, tu peux l'envoyer même plus tard, il n'y a pas d'urgence. Mais en tout cas, merci. Merci, à bientôt. Au revoir tout le monde. Au revoir tout le monde, bon après-midi. Au revoir. Au revoir. Bye bye. Au revoir. Au revoir. Bye, au revoir.